Maintenant, je donne la parole à M. Mftah El-Khair Moulay Youssef, donc, qui est doctorant à la faculté des sciences, donc des lettres et des sciences humaines de Rabat, donc il est doctorant ici même. Il prépare une thèse sur la question du temps au théâtre. Il a un certain nombre de publications et d'articles, notamment le théâtre et récit, la tyrannie du temps, paru dans un collectif, le non-narratif au théâtre, aux éditions L'Harmattan, et bien sûr d'autres communications dans le cadre de colloques national et international. À vous la parole, Youssef. Je vous remercie, M. Azouine, et je remercie à travers vous également le comité d'organisation et le comité scientifique. Alors, je risque de répéter plusieurs éléments qui ont été donnés par mon collègue M. Hewel, mais peut-être c'est ça ce qu'on fait dans le théâtre. On est toujours dans la répétition, on répète. Le théâtre est toujours condamné à répéter, mais peut-être répéter dans la différence. Effectivement, je travaille sur le rapport entre le temps et le théâtre, mais il ne serait nullement question ici d'évoquer ce rapport, quoique la deuxième partie de mon titre, du titre de mon intervention, c'est-à-dire de la claque au clic, laisse entendre qu'il pourrait s'agir d'un compte rendu, d'un cheminement, d'un processus historique et temporel. Ce n'est pas le cas, il ne s'agit pas d'une réflexion sur l'histoire d'un phénomène, mais de son déploiement esthétique. L'histoire dans ma contribution serait abordée comme le corollaire d'une dialectique esthétique dont le développement a nécessité forcément des esprits différents, des conceptions diachroniques et des sensibilités productives et réceptives multiples, réparties immanquablement dans le temps. Un autre aspect pourrait aussi prêter confusion dans le titre de ma communication, c'est l'association de scandale et public, qui pourrait paraître superflu, accessoire, d'aucuns diraient même pléonastique. Le scandale est par définition une affaire publique, une fougue collective. L'individu, on est en deçà, même s'il en constitue le noyau. Eh bien, cette corrélation que nous faisons dans cette étude entre le public et le scandale, c'est-à-dire le public scandalisé, n'est pas adjectivale ou casuelle, mais substantielle. Nous soutenons, et là je préfigure même l'aboutissement de ma communication, pour plus de transparence et plus de clarté. Nous soutenons que le public dans le théâtre ne peut être que scandalisé. Le scandale dans le théâtre est une nécessité. Et ma communication va montrer que l'esthétique théâtrale s'est développée, s'est structurée par rapport à cet essai, ces tentatives de pouvoir contrôler le public scandalisé continuellement. Et c'est ça ce qui a impacté fortement son objet même. Alors je disais tout à l'heure que le scandale dans le théâtre est une nécessité, c'est une fatalité, un constituant intrinsèque qui pourrait être culturel, certes éthique, politique. Cela dépend de l'époque et de l'œuvre même et les conditions de sa réception. Mais il est toujours un constituant esthétique, inhérent et congénial de la production théâtrale. Le scandale peut être donc forcément, et surtout actuellement avec la prolifération des médias, le scandale peut être non théâtral. Mais le théâtre, lui, ne peut être que scandaleux. Et son public est immanquablement et continuellement scandalisé. D'ailleurs, on risque de tomber dans des lieux communs, de rappeler la condamnation totale et impartiale qui a été justement rappelée par mon camarade, la condamnation totale et impartiale du théâtre par Platon, plus tard par l'Église bien sûr, comme genre. Et cette condamnation pour le théâtre, elle est dans ce qu'il est et non dans ce qu'il peut être. Ce n'est pas comme les autres genres. On pourrait par exemple condamner un thème, un sujet. Ici, ce qu'on a condamné dans le théâtre, c'est le théâtre lui-même, c'est-à-dire son essence. Néanmoins, même si c'est un lieu commun, ce rappel reste très instructif, je crois, pour prouver qu'on est loin de l'épisodique et l'éventuel, et que la réaction à l'objet dramatique est contre ce que le théâtre a de plus profond et plus fondamental. Alors à cet égard, il est intéressant de signaler que le mot grec ancien,
théatron, qui est à l'origine étymologique à la fois de théatrum en latin et le mot théâtre en français, lui-même dérivé de théamoai, qu'on traduit trivialement par regarder, signifie en vérité regarder certes, mais regarder avec étonnement. Cette précision qu'on a considérée peut-être sans importance, c'est-à-dire le fait de regarder avec étonnement, cette précision pour notre propos elle est déterminante. Et le substantif qu'on a de ce verbe grec ancien, de Thomas, ce nom qui découle de ce verbe, il signifie, et je cite ici le dictionnaire grec français de Bailly, signifie c'est un objet d'étonnement merveilleux et monstrueux et qui dépasse les bornes. Je répète, c'est un objet d'étonnement merveilleux et monstrueux qui passe les bornes. Alors cet éclairage étymologique, alors ce procédé bien sûr de recourir à l'étymologie, vous savez très bien, c'est très récurrent bien sûr en sciences humaines, parfois fait d'une manière anecdotique, pour interpeller la sagesse des anciens. Il revêt ici une autre signification bien particulière, car on n'interpelle pas ici dans la culture grecque sa force de créer les concepts, mais plutôt sa singularité d'être la genèse et la matrice de l'art théâtral. C'est très bien que ce sont les Grecs, on peut dire, même si c'est un peu aberrant de chercher qui a fait la chose la première fois, qui a inventé un art le premier, mais c'est un topos de dire que l'art théâtral, du moins occidental, a été inventé ou a été créé par les Grecs. Alors il suffit à ce propos de passer en revue quelques exemples de scandales célèbres au théâtre pour s'apercevoir que contrairement aux idées reçues, l'indignation populaire ou élitiste, d'ailleurs savante, parce que ça peut être les deux, ne nécessite pas forcément une atteinte aux mœurs ou une intention blasphématoire ou une critique politique. Ces éléments sont déterminants pour les autres genres. Pour qu'il y ait scandale dans les autres genres, il faut bien sûr ces ingrédients. Alors, dans le cadre du théâtre, ces éléments, c'est-à-dire du blasphème, de l'atteinte aux mœurs, il est intéressant de voir que ce sont des suppléments, un excédent de l'entorse esthétique, du péché originel qui touche à la création, de dédoubler le monde et de le répéter. On répète le monde dans la différence, comme je disais tout à l'heure. On donne un labyrinthe, mais un labyrinthe sans fil. Par exemple, on peut citer le cas de la prise de Milet, de Phrynikos, au 5e siècle avant notre ère, est cité souvent comme le premier scandale théâtral, et par conséquent, le premier scandale artistique connu de l'histoire. Cette pièce fut condamnée car il a ému le peuple. Et pourquoi? Aux larmes. Et pourquoi? Parce qu'il a rappelé un fait historique bien attesté, c'est la défaite contre les Perses. C'est-à-dire ce n'est pas parce qu'il a évoqué des choses qui consistent en une entorse aux mœurs, mais c'est un fait tout à fait établi dans les chroniques, dans les livres de l'époque. Et lorsqu'il a été transmis ou transposé et représenté sur scène, lorsqu'il a suscité cette réaction esthétique et poétique, on va dire également du peuple, ça a été scandale. Et on a interdit la pièce et on a condamné le dramaturge à une lourde amende. Un autre exemple, La coquette et la fausse prude de Michel Baran en 1686, qui a été condamné sévèrement par Louis XIV et a chassé d'ailleurs la troupe italienne qui en assurait la représentation pour les réactions qu'elle a suscitées en public, croyant reconnaître parmi les personnages une allusion à Madame Maintenon, la maîtresse du roi. Donc il a été condamné pour la réaction qu'il a suscitée chez le public. Et d'ailleurs, comme l'a dit M. Awal tout à l'heure, le métier de censeur existait, c'est-à-dire que cette pièce a été passée par le crible fin du censeur et elle a été admise au début, mais on l'a interdit a posteriori lorsque nous avons vu justement cette réaction, que je persiste, une réaction esthétique par rapport à cette pièce. Et d'ailleurs, si on lit la pièce, elle n'a pas été donc condamnée pour son propos. Si on la lit aujourd'hui, à quelques siècles d'intervalle, on a des propos tout à fait, pour nous, tout à fait innocents. Et on va dire même, le texte est
on est étonné de voir qu'il a été suscité autant de scandales et de réprobation de la part de l'autorité politique. Ce public donc alors a contribué à politiser un théâtre de convention et va créer chez les autorités cette prise de conscience que la salle de spectacle est le seul espace démocratique, et vous pardonnez l'anachronisme, en tout cas le seul espace de liberté de parole dans une société où l'espace public est largement contrôlé par les organes de l'État. La célèbre affaire Hernani, qu'on cite souvent, ne peut que confirmer cet état de fait. Une pièce dont l'enjeu est essentiellement esthétique. On dit politique parfois, mais essentiellement esthétique. Et avec un regard rétrospectif d'aujourd'hui, on pourrait même, en l'inscrivant même dans son contexte, être scandalisé que cela a pu être scandaleux. De ce fait, on pourrait se poser la question sur ce déterminisme, cette malédiction, cet impératif du scandale dans le théâtre. On pourrait citer plusieurs raisons, et la communication précédente l'a établi d'une manière très détaillée, et je le remercie parce que je ne veux pas me lancer dans des digressions qui m'éloigneront de mon sujet. Alors la première distinction que peut-être que je pourrais ajouter, Compierre, on va dire ici même tombale par rapport à ce genre, parce que finalement on va l'enterrer ici, on va enterrer une forme du théâtre. La première distinction, c'est la multimodalité du message théâtral. C'est un aspect étudié par Anne Hubersfeld qui rappelle, je la cite, que la représentation est un fait de communication, une pratique sémiotique. Il produit des signes multimodaux, auditifs, visuels, linguistiques et phoniques. Fin de citation. Cet aspect dominant, envoûtant du signe théâtral, comble, envahit et saisit la sensibilité du spectateur, la sensibilité dans le sens hegelien, dans une expérience principalement esthétique. La deuxième raison que je pourrais ajouter, c'est l'immédiateté du spectacle théâtral. Okay, donc je reviens toujours au temps. L'espace-temps s'inscrive dans le ici et le maintenant. Le théâtre, c'est une topie implacable. Topie parce qu'il ne peut pas être une utopie, car il ne peut pas être aperçu au premier abord sous d'autres cieux. Il est dans un présent continu, même en représentant le passé ou même en anticipant l'avenir. Une troisième raison, c'est la présence matérielle du monde dramatique dans le monde réel. Comme le décrit Deleuze dans Différence et répétition, je le cite, le théâtre est le mouvement réel. Et de tous les arts qu'il utilise, il extrait le mouvement réel. Fin de citation. Cette proximité scandaleuse des demandes, le public subit le mouvement du regard étonné, là je reviens à l'étymologie grecque, le regard étonné, de voir un monde autre dont le sien, ou plutôt de se voir lui, le public, par le rapprochement physique. Et n'oublions pas que le public était placé sur scène à côté des comédiens pendant des siècles, surtout à l'âge classique, de se voir lui par ce rapprochement dans un lieu autre. Signalons ici à propos justement une anecdote révélatrice qui remonte au temps des premières projections cinématographiques. Peut-être qu'on va parler bien sûr de cinéma par la suite, je crois, avec mon ami Hussein, que le public, à la vue des premiers films des Frères Lumière, on rapporte cette anecdote que le public, à la vue de ces projections à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, et ces films qui nous paraissent aujourd'hui primitifs, simplistes, par exemple l'arrivée d'un train à la gare, la sortie des ouvriers d'une usine, les films qu'on représente à cette époque, déclenchaient un grand ébranlement chez le public et agitation chez les spectateurs. On se demanderait d'ailleurs aujourd'hui pourquoi. Ces spectateurs finissent toujours par déchirer l'écran à la fin de la projection, au point que le propriétaire de la salle, des premières salles, qui a bien sûr subi plusieurs pertes à cause de cela, avait accroché à côté du tissu de la représentation une pancarte signalant « Ceci est un écran ». Avertissement qui est resté inutile. Le public toujours irrévérencieux a préfiguré peut-être Magritte, ce sont des Magritte avant l'heure,
il voyait que ceci n'est pas un écran. Et surpris, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de la présence du train, parce qu'on a dit que le public est surpris par cette présence de la fiction dans son monde, il est surpris de la présence du train dans la salle, ou peut-être de sa présence, lui, dans la gare. Conscient donc de ce rapport entre le spectacle et le public. Les dramaturges, metteurs en scène, on ne va pas faire pour le moment la distinction, ont modelé le genre théâtral pour répondre à ce souci, anticiper les réactions, se prémunir des déceptions, greffer l'art sur l'attente esthétique. Nous pouvons même se tenir la thèse, au risque de faire des raccourcis et de déplaire aux spécialistes du théâtre, que plusieurs procédés de ce genre, de l'Antiquité à l'âge classique, parce que c'est à ce moment-là qu'on essayait toujours, on a essayé de se protéger contre le public. On n'a pas encore pris vengeance. Alors de l'Antiquité jusqu'à l'âge classique, ces plusieurs procédés n'avaient pour but que cette accommodation. On peut par exemple parler même du cœur, du théâtre antique, une figure prophylactique, parce que qui anticipe les réactions du public et se fait son porte-parole sur scène, à travers les interventions du coryphée. Donc ce que vous allez faire vous, nous allons le faire à votre place. Passons par les règles également des trois unités qui répondent à un besoin de convention du monde fictionnel vers le monde réel, s'accommodant à l'immédiateté éprouvée par le public et son ressenti de l'espace et du temps. Ça, bien sûr, on ne le demande pas au roman. Et cet espace, bien sûr, et ce temps qu'on doit respecter, sa transgression serait le choc déclencheur du scandale. On peut parler également de la règle de bienséance qui refuse l'impudeur de la violence et de la mort. Je ne dis même pas le nu, qui est bien sûr hors question, alors qu'on le voit clairement présent à cette époque, et même avant dans les productions picturales. Et la violence, on trouve également librement dans les peintures de Caravage, par exemple David brandissant cette tête de Goliath, ou ces tableaux multiples, par exemple décollation, avec ce sang qui jaillit dans des peintures par exemple de la décollation de Jean-Baptiste, non plus, qui a été pris justement Caravage et d'autres. Et je signale même, puisque j'ai évoqué le domaine pictural, la règle de tout à l'heure, c'est-à-dire du respect du temps, que même dans l'art pictural, un art qui, au premier abord, l'art du temps instantané, la non-unité temporelle, c'est-à-dire, et dans plusieurs tableaux, on la voit, c'est-à-dire qu'on voit que dans les tableaux, on peut trouver la coexistence de plusieurs moments distanciés dans le temps. Je ne parle même pas des diptyques et des triptyques, je parle du même tableau. Je peux signaler par exemple, je vais donner comme exemple le tableau de Jugement de Salomon, par exemple, par Poussin, où nous avons le moment du jugement, nous avons le moment de la condamnation, nous avons le moment de l'interpellation des deux femmes, nous avons même le fils qui est mort, et on voit que c'est comme s'il est mort à ce moment-là, c'est-à-dire nous avons la coexistence de plusieurs instants, dans un temps ou dans un art à un seul temps. Et on refuse cela au théâtre. Toujours à l'âge classique, alors dans les mémoires intitulées, nous avons un texte des mémoires qui s'intitule « Histoire amoureuse des Gaules », il fait scandale parce qu'il étale la vie amoureuse et peu glorieuse de Monsieur le frère du roi. Et voilà que Corneille, pour la même époque, essuie des critiques d'outrage. Il a fait couler beaucoup d'encre, bien plus que ses mémoires, seulement avec le Cid. Pourquoi ? Parce qu'il a permis quelques libertés, avec quelques règles de vraisemblance, de bienséance. Il a mis trop d'événements, on a dit, n'est-ce pas ? Alors qu'il a respecté, quand même, tant qu'il peut les règles. Et malgré cela, il a fait même réagir l'Académie pour son premier arbitrage de son histoire. Alors, injustice, indulgence, penserait tant envers cet art, le plus ancien de tous, mais infantilisé et condamné au respect des règles desquelles les autres peuvent s'affranchir facilement. Corneille s'en étend dans un élan presque d'envie et de jalousie. Je le cite, il dit « Le roman n'a aucune de ces contraintes. Il donne aux actions qu'il décrit tout le loisir qu'il leur faut pour arriver. Il place ce qu'il fait parler, agir ou rêver dans une chambre
dans une forêt, en place publique, selon qu'il est plus à propos pour leur action particulière. Il a pour cela tout un palais, toute une ville, tout un royaume, toute la terre. La fin de la citation. On pourrait croire qu'il s'agit de considérations savantes et élitistes. Cependant, les faits montrent que le public est celui qui intervient le premier pour invectiver les comédiens. Non parce qu'il dépasse ou transgresse les règles, comme j'ai dit tout à l'heure, morales ou religieuses. Non, s'il dépasse les règles forgées par les élitistes, par les savants. Il lance des projectiles divers, intervient directement même sur scène. Il y a des pièces qui se terminent véritablement dans une sorte de bataille rangée. Des banquettes brisées et les archers des rois qui sont obligés d'intervenir pour faire évacuer la salle. Il n'est même pas rare d'avoir quelques morts, cas de mort au cours des représentations, comme l'indiquent quelques archives de police de cette époque, jusqu'au même au XIXe siècle. Ces actions spontanées et impulsives au départ donneront lieu à une véritable institution, c'est l'institution de la claque. Les claqueurs sont qui? Sont des personnes gagées pour se tenir ou faire choir une pièce par des manifestations bruyantes, des applaudissements, des rires, des sifflets, huées, etc. On pouvait commander ces troupes installées par terre ou réparties dans la salle en faveur de l'argent ou d'un billet gratuit et manifester une véritable organisation. Ainsi, on pouvait énumérer les rieurs, les pleureurs, les chatouilleurs, ceux qui entretenaient la bonne humeur du public. Donc c'est une vraie institution. Ce qui fait de la représentation un fait artistique imprévisible pour l'auteur, dépendant à la fois de sa structure interne, c'est-à-dire de la pièce qui est représentée, autonome, mais aussi de facteurs extérieurs qui viennent s'imbriquer continuellement sur son noyau. Et ce n'est pas une exception. Alors la réaction, parce que toujours la littérature et l'art, il y a toujours des ressources. La réaction se fera d'une manière progressive. Des dispositifs étalés sur le temps, mais à portée esthétique considérable, vont changer le théâtre à travers le changement de l'attitude de son public. Donc on a visé au début à changer l'attitude du public, mais par la suite on a changé le théâtre lui-même. Des démarches qui ont servi à le contrôler le public, à le cerner, à le limiter de plus en plus, limiter son champ d'action pour passer à ce que Musset va appeler le théâtre en fauteuil. Et puis plus tard, un public, comme aujourd'hui, complètement assagi et qui ne manifeste pratiquement plus rien aujourd'hui. Qui peut d'ailleurs, ce n'est même pas la peine d'intervenir, le public va prendre en charge le spectateur impoli, qui transgresse, qui prend le portable, qui allume, qui chuchote, etc. On crée, alors quelles sont ces démarches? Alors, pour aller plus rapidement, je ne crois pas que j'ai beaucoup de temps. Alors on crée par exemple en 1697 une police de théâtre qui est chargée d'assurer la sécurité des spectateurs dit-on, mais aussi d'imposer le silence pendant la représentation et le respect des comédiens et du répertoire. Une autre démarche, on fera enlever les banquettes sur la scène, parce qu'on l'oublie souvent. Il y avait des chaises et des banquettes étaient présentes sur scène. Et les auteurs et les comédiens d'ailleurs souffraient de plus en plus de cette limitation de cet espace de jeu. Molière même s'en moquait déjà dans une pièce, Les Fâcheux. Et c'est en 1759 que cette pratique va disparaître. D'ailleurs, on raconte beaucoup d'anecdotes. Par exemple, vous avez une pièce, par exemple, où on va mettre en scène l'assassinat de César. Et Brutus, celui qui joue le rôle de Brutus, va avancer pour tuer César. Puis il a le public sur scène. Il dit « Messieurs, laissez-moi passer, je vais tuer César ». Alors on va enlever ces banquettes. En 1759, il va disparaître sous l'intervention d'un riche mécène qui va acheter les places qui sont sur scène. Il va les mettre ailleurs. Et on va remplacer ces places par la création d'une nouvelle rangée de petites loges qui va permettre de dépasser enfin, ou de débarrasser plutôt enfin le plateau de ces spectateurs. Et c'est peut-être la révolution esthétique et scénique la plus importante du XVIIIe siècle, alors qu'il concerne le public. Car tout à coup va se créer cette séparation de l'espace plateau et l'espace du spectateur, ce qu'on appellera par la suite le quatrième mur. Ce n'est pas encore le cas pour ce moment-là, de le dire pour ce moment-là, c'est un anachronisme.
Une autre bataille esthétique et artistique qui se déclenchera à la fin du XVIIIe siècle, après avoir dégagé la scène du public, il concerne toujours les spectateurs, il s'agissait de faire asseoir les spectateurs au parterre. Est-ce qu'entre les tenants d'un parterre assis, précisons à juste motif que faire asseoir le parterre va permettre de limiter la promiscuité de la scène, à la scène, d'empêcher ces fameuses émeutes, de repérer les claqueurs, voire les neutraliser. Donc cela serait un outil de contrôle supplémentaire de la salle et permettrait d'avoir des conditions d'écoute de la pièce convenables. Et parmi ces personnes, vous avez Voltaire, il dit « asseyez-les ». Et vous avez les autres qui s'opposent à eux, comme Mercier, qui dit que le parterre debout, au contraire, permet d'entretenir cet esprit de corps, cette fusion du public, que Mercier d'ailleurs il appelle la bête à 1000 têtes, et d'avoir des spectateurs actifs, ce qui rend le genre ou la pièce vivante. Une autre démarche qui a doccilisé le public, c'est ce que va faire André Antoine, un célèbre metteur en scène et comédien, fondateur en 1887 du théâtre libre, qui rive son dernier clou au public indiscipliné. Alors, promoteur, lui, d'un théâtre naturaliste, il montre régulièrement son dos aux spectateurs, ce qui fait scandale. Il refuse la déclamation. Il recuse également toute interaction avec le public. Antoine va finaliser la séparation et concrétiser le 4e mur, déjà évoqué par plusieurs théoriciens, mais c'est lui qui va le concrétiser véritablement. Et il va introduire ici le noir. Alors on oublie souvent, on croit que le noir était toujours dans la salle. À vrai dire, la salle, il brillait de mille feux avec les chandelles, les lustres en chandelles. C'est lui qui va introduire le noir. Un autre élément, on peut ajouter également le rideau qui n'existait pas, mais qu'on a introduit au XVIIe siècle et qui n'est jamais fermé entre les actes, mais seulement à la fin. Alors ces mesures, mettre le public dans le noir, le dégager et le chasser de la scène, le contraindre à s'asseoir et à ne pas parler, avoir carrément une police de théâtre, ces mesures ont eu comme but, et ils ont finalement réussi à le faire, d'assagir le public et de le dociliser, si vous permettez le terme, ce qui a changé complètement le genre du théâtre. Face à un public continuellement scandalisé, du fait même d'être devant la fiction, ou dans la fiction, ou de voir la fiction dans ce monde, et le théâtre a modifié ses canaux, ses modes de représentation, ses codes esthétiques et artistiques pour occuper seul le théâtre, seul il va occuper le devant de la scène, repoussant le public dans ses tranchées de spectateurs dans le vrai sens du terme, et non des acteurs à manifester leur désaccord, si l'on existe dans des démarches, c'est-à-dire maintenant, si aujourd'hui, si les spectateurs continuent toujours peut-être à manifester quelques réactions, ça va être avec des pétitions, avec numérique, des clics, comme j'ai dit dans le titre. La brutalité de la claque vivante et tumultueuse est passée à des clics métalliques, inaudibles, de aimer, de ne pas aimer, de partager, de signaler. Nous avons le droit aujourd'hui de se poser la question si finalement cette passivité voulue par les acteurs de théâtre, est-ce qu'il ne va pas faire regretter cette vivacité du public d'antan? Et si les formes théâtrales nouvelles ne visent pas maintenant ce renouement. La parole de Diderot, et je vais finir avec ça, dans une lettre qu'il avait adressée à une correspondante, où il disait « Il y a 15 ans que nos théâtres étaient des lieux de tumulte. Aujourd'hui, on arrive froid, on écoute froid, on sort froid, et je ne sais où l'on va. » Fin de citation. Et je crois que cette citation cette réflexion trouve tout son écho aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Youssef, merci pour la qualité donc, de l'intervention, son originalité aussi. Donc le propos a porté essentiellement sur cette question de
l'esthétisation, si j'ose dire, donc l'esthétisation du scandale au théâtre, et comment, à travers le temps, la question du scandale sera récupérée pour être introduite comme règle du fonctionnement du théâtre. Et ça va bien sûr impacter aussi bien les choix esthétiques donc des dramaturges et des metteurs en scène. Bien sûr, dans ces propos, il a été question donc de ce rapport permanent entre le public et le scandale, ce qui d'ailleurs était signalé dans la première communication, comme quoi la présence du public au théâtre a amplifié, donc si vous voulez, l'effet donc du scandale par rapport à cet art. Et donc nous sommes devant le fait que le scandale agit comme une matrice au théâtre, et que le public dans le théâtre ne peut être que scandalisé. C'est-à-dire on est dans le scandale comme une fatalité au théâtre. Bien sûr, dans la communication, il y a eu beaucoup donc d'exemples puisés dans l'histoire du théâtre, des rapprochements aussi avec d'autres formes d'expression artistique, notamment l'art pictural, le roman quelque part, mais la particularité donc du scandale au théâtre, comme ça a été signalé dans la communication, c'est justement cette question de la multimodalité, comme quoi donc le signe théâtral elle a plusieurs formes, et donc il prend plusieurs voilà, donc il est multiforme, ce qui fait que quand il y a scandale, quand il y a réaction scandaleuse au théâtre, donc ça affecte automatiquement donc toutes les personnes présentes et bien sûr toute la salle. Il y a aussi la question de l'immédiateté, donc comme quoi le théâtre ça se passe toujours dans le hic et nunc, ce qui fait que une fois qu'il y a un élément qui fait scandale, ça s'amplifie rapidement. Il y a aussi la question de la matérialité, donc de l'univers représenté, et bien sûr la réflexion a abouti sur le fait que cette présence donc du scandale sur les scènes avait plutôt un impact direct sur le déroulement esthétique des pièces de théâtre depuis le début jusqu'à la fin, puisque ça va conduire à cette séparation, d'abord au fait donc de chasser donc les spectateurs de la scène dans un premier temps, puis leur imposer donc cette séparation entre la scène et la salle, puis imposer aussi tout un ordre de déroulement, tout un ensemble de conventions selon lesquelles on va même faire des taxonomies au niveau donc des représentations théâtrales. Et justement, je pense à cette question du théâtre participatif. Participatif par rapport à quoi? Du moment que le public faisait partie de la scène. Et donc on est justement dans une séparation à caractère beaucoup plus esthétique. Merci encore une fois Youssef pour la qualité de l'intervention. Bonjour, je voudrais tout d'abord vous remercier pour ce double mouvement auquel toutes vos interventions nous invitent, qui va de l'extrême profondeur jusqu'à l'élévation spirituelle et intellectuelle. Et je vous prie de recevoir ce que je dis, non pas comme un jugement de valeur auquel je n'ai pas de légitimité, ni une expression d'amitié, même si j'ai beaucoup d'amitié pour chacun d'entre vous, mais comme une impression forte et prégnante que je ne peux que vous exprimer. Preuve en est, c'est que je n'ai pas de questions à adresser à vous, mais que j'ai à m'interroger avec vous. C'est-à-dire, chacune de vos interventions ont suscité chez moi une interrogation qui, d'ailleurs, reliée à tout ce qu'on a écouté depuis hier, et voilà, de communication à communication, il y a quelque chose qui se révèle à moi. Enfin, pas comme une révélation sacrale, mais juste une idée, pour ne pas exagérer l'expression. Voilà, une interrogation qui est en train de cheminer, et que je voudrais vous exposer peut-être. Cela, on va en discuter aujourd'hui ou un autre jour, ou pendant un autre colloque, un colloque à venir peut-être. Voilà, il y a une sorte je dirais, de compétition, ou de réclamation du scandale par chacun, par chaque genre. Ce qui est en train de se construire, c'est que chaque genre est en train de vouloir se dire
le plus scandaleux, ou avoir plus de prégnance, ou avoir plus de, de primauté sur le scandale. Ce qui crée chez moi une sorte de jalousie littéraire, jalousie générique, ce que je vais suivre pour créer une sorte de polémique qui s'étendra peut-être, là encore, dans l'idée de créer une sorte de perspective à nos débats. Est-ce que le scandale, enfin justement, on a entendu que la poésie c'est le scandale, le théâtre c'est le scandale, et je suis sûr que cet après-midi avec les arts visuels, on va dire que les arts visuels c'est vraiment là où il y a le plus de scandales. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un genre qui est plus prédestiné au scandale qu'un autre? Est-ce qu'il y a un genre qui peut se présenter comme le plus scandaleux qu'un autre genre littéraire, voire artistique? Et justement, pour entrer dans la polémique, est-ce qu'on ne peut pas dire, cher Youssef, que si l'effet scandaleux au théâtre est immédiat, ce qui fait que ce qui ne suscite pas le scandale, ce qui suscite le scandale au théâtre ne le suscite pas forcément, enfin au moins immédiatement dans d'autres genres? Est-ce que plus fort est le roman, puisque le scandale n'a pas un effet immédiat, et pourtant il crée scandale? C'est-à-dire que, autrement dit, le scandale au théâtre est facile. Et cette facilité, peut-être on joue sur cette facilité. Tandis que pour créer le scandale au roman, c'est plus délicat, c'est plus dur, compte tenu de l'absence de cette immédiateté. Ça, c'est la première interrogation. Et très vite, je vais donner une deuxième interrogation qui, là encore, se construit. C'est, l'étendue temporelle du scandale. Qu'est-ce qui est scandale? Est-ce que ce qui crée le scandale tout de suite ou après? Et puis, qu'est-ce qui crée scandale? Est-ce que ce qui crée scandale juste tout de suite et ça s'étend? Ou au bout de quel moment, lorsque le scandale s'estompe, on peut dire qu'on est encore dans le scandale? Et merci. Bonjour tout le monde. Donc, je tiens à remercier les trois intervenants qui nous ont justement égayés par leurs interventions sur le théâtre dans son rapport consubstantiel avec l'idée de scandale. J'ai beaucoup apprécié cette insistance sur les spécificités du théâtre, de l'écriture théâtrale, l'immédiateté, la proximité, ce rapport avec le public justement qui permet au scandale d'apparaître de manière beaucoup plus claire par rapport aux autres genres, si on se permet de faire la comparaison au niveau des différents genres. Alors ma question porte sur la troisième intervention, qui portait sur le livre, bien sur la pièce de théâtre de Coltès, le fait d'avoir donné au personnage de Roberto Zucco une allure mythologique. Est-ce que ce n'est pas une intention, une manière pour insister sur l'innocuité, sur le manque de scandale dans la pièce en général? Parce que le mythe, comme on le sait tous, a une nature atemporelle, universelle, et du coup le fait de l'avoir érigé en mythe, est-ce que ce n'est pas une manière de montrer que Roberto Zucco n'a pas de prétention scandaleuse, ne constitue aucun danger, donc c'est une manière pour renforcer cette innocuité propre à la pièce. Voilà, merci. Je vous remercie. Alors, Monsieur Amin, je savais très bien que cette question viendrait, parce que justement, lorsque moi je parlais de cette question du scandale dans le théâtre, et M. Houal l'a fait, j'ai vu qu'il y a une sorte d'appropriation justement du scandale de la part du théâtre, mais cette appropriation, je crois qu'elle est légitime. Alors, tout d'abord, elle est prouvée. On peut le... Oui. On pourrait la déterminer, on pourrait l'argumenter. C'est-à-dire, il y a des raisons qui sont réelles, qui sont tangibles de cette présence. Alors, lorsqu'on veut parler du scandale dans le théâtre,
On peut parler de n'importe quelle pièce. Dans le roman, on doit choisir des exemples. Également dans l'art visuel, c'est-à-dire il y a des romans qui n'ont pas fait de scandale. Mais toute pièce de théâtre, elle fait scandale. C'est-à-dire il suffit seulement de voir la présentation. Parce que lorsqu'on dit ici scandale, ça veut dire quoi? On s'offusque de la présence immédiate de cette fiction devant soi. Et lorsque je dis ici l'immédiateté, ça ne veut pas dire que c'est le scandale qui est immédiat. Non, mais c'est la consommation du genre qui est immédiate. Parce que le roman, on peut le consommer d'une manière différée, d'une manière distanciée. On peut lire quelques pages, lire d'autres pages ailleurs. Je parle ici bien sûr du théâtre, ici comme présentation. Le théâtre est immanquablement inscrit dans le temps. C'est-à-dire que lorsque je dis ici immédiateté, c'est-à-dire qu'on assiste à un ici, à un maintenant. Et ici d'ailleurs, il y a une proximité qui est claire, alors que dans le roman, par une expérience de pensée, on sait que c'est ailleurs. On sait que ce n'est pas maintenant. Alors que dans le théâtre, on est là, on voit que la personne, par exemple, il suffit de prendre n'importe quel exemple, l'avare, par exemple, le perd son argent, il est là, il l'a perdu maintenant. Et nous, on assiste à ce moment, on assiste à cette déception. Dans le roman, il y a cette expérience de pensée, qu'on sait que ça a été fait ailleurs. Il y a d'ailleurs les temps qui sont là, même la langue contribue à cette illusion, n'est-ce pas, l'utilisation du passé simple, etc. On sait que c'est arrivé ailleurs, alors que la scène, elle est là. Il y a cette immédiateté. Et lorsqu'on dit immédiateté, c'est-à-dire qu'on assiste au moment même à la chose, et pas que le scandale se développe par la suite. Donc voilà, je réponds à votre interrogation, à ton interrogation par le fait qu'on doit donner des exemples forcément dans d'autres genres, c'est-à-dire qu'on peut trouver des exemples où il n'y a pas de scandale. Dans le théâtre, pratiquement, on a toujours le scandale. Pourquoi? Parce que le scandale existe dans cette réception esthétique de ce genre qui s'inscrit dans le ici et le maintenant. Et alors que par rapport au théâtre, par rapport à notre genre, il y a toujours cette distanciation qui permet d'être moins scandalisé, d'être moins distancié. C'est-à-dire si on a une figure, par exemple, du mal dans le roman, etc., on sait que ce n'est pas devant soi, mais un public, lorsqu'il voit le méchant, il est devant lui. Il peut intervenir, il peut l'invectiver, lui il invective le comédien, mais au fond il invective le personnage lui-même. Il peut l'insulter, c'est-à-dire il croit que ces deux mondes, ils ne sont pas séparés. C'est-à-dire que le monde réel et le monde fictif, ils sont proches. Et aucun autre genre ne présente cette proximité réelle, on va dire physique, temporelle et spatiale, au même instant. Je vous remercie. Donc, Laure, vous avez donc suscité quelque part, c'est pas l'envie de répondre, pas dans le sens bien sûr de jouer l'arbitre, mais tout simplement dans le sens de m'exprimer sur cette question de c'est pas la légitimité de chaque genre à créer le scandale, mais tout simplement bien sûr, compte tenu de la particularité de chaque genre, on a parlé avant de l'élaboration de l'argumentaire, on a évoqué cette question du scandale comme posture. Et je pense que si on perçoit la chose de cet angle, on pourrait bien sûr tolérer le scandale dans le théâtre, le percevoir avec plus de souplesse dans les autres genres, et bien sûr l'admettre tout simplement comme posture qui pourrait donc être présente chez n'importe quel écrivain. Il suffit bien sûr d'avoir cette intelligence au niveau donc de la plume et d'avoir cette ingéniosité au niveau de l'écriture. Peut-être j'aurais un petit commentaire par rapport à cette question de forme parathéâtrale, donc on pourrait la discuter bien sûr à table. Et par la même occasion, donc le déjeuner nous attend. Merci pour votre présence et pour votre patience.